Monsieur le commandant en chef, le 6 août à 5h30, des unités des forces ukrainiennes, au nombre d'1 millier d'hommes au plus, sont passées à l'offensive en vue de capturer une portion du territoire du district de Soudja de la région de Koursk. Grâce aux actions des unités de protection de la frontière en coordination avec les gardes-frontières et les unités de renfort, ainsi qu'aux tirs de l'aviation, des troupes de missiles et de l'artillerie, la progression de l'ennemi dans la profondeur du territoire russe dans le secteur de Koursk a été arrêtée. Maintenant, les unités du groupement de troupes Nord, avec les unités de protection des frontières du FSB, continuent à éliminer l'ennemi dans les zones à proximité de la frontière russo-ukrainienne. L'ennemi a perdu 315 hommes, dont au moins 100 morts et 215 blessés. 54 véhicules blindés, dont 7 chars, ont été détruits. L'opération sera terminée par une défaite écrasante de l'ennemi et le retour aux frontières nationales. Fin du rapport. Les amis, les Ukrainiens sont en territoire russe depuis quelques jours. Ils n'ont pas encore été chassés. Les Ukrainiens sont entrés en Russie depuis quelques jours. Ils ont bombardé, créé la pagaille et c'est chaud jusqu'à aujourd'hui. Ils ont fait beaucoup de choses, ils ont détruit des choses, ils ont envoyé des avions de chasse, ils sont entrés correctement et convenablement, ils ont même pris en otage des militaires russes. Ils n'ont pas encore été chassés jusque-là. La question la plus importante se pose. La Russie est-elle aussi puissante que nous le pensons, ou que nous le pensions? Ou peut-être que la Russie n'est pas tout à fait ce qu'on pensait, mis à part sa capacité nucléaire. Comment est-ce possible, on se demande, une puissance aussi redoutable, une force aussi grande, qui apparemment était en train de presser dans l'Ukraine, se retrouverait aujourd'hui en pagaille, en débandade? 76 000 personnes sont déplacées, ont quitté leur région pour aller dans des endroits beaucoup plus sereins. 76 000 personnes, c'est énorme. 76 000 Russes, hommes, femmes, enfants, vieillards, ont quitté leur territoire pour aller ailleurs. L'Ukraine serait-elle beaucoup plus puissante qu'en le passé? Ou peut-être que c'est l'OTAN. Les militaires qui sont présents sur place sont-ils peut-être des militaires de l'OTAN qui sont mélangés aux Ukrainiens? Je pense qu'il est important de le dire. Vous savez, les combats de substance, les combats d'identité sont les combats les plus forts. Ce sont les combats où vous laissez tout ce que vous avez comme pensée, tout ce que vous avez comme nature, comme force. C'est-à-dire le combat pour vos terres, le combat mené à la spiritualité, le combat mené à votre identité est un combat pour lequel on meurt. Imaginez-vous être un militaire ukrainien à qui on dit on va désormais partir en Russie pour attaquer. Après que vous ayez entendu dire que la Russie a averti à plusieurs reprises, si seulement vous osiez une seule fois frapper dans mon territoire, ce sera la fin. Imaginez maintenant être le soldat ukrainien à qui on demande de partir en Russie. Est-ce que vous penserez qu'il est possible de rentrer à la maison? Le simple fait de penser que je partirai en Russie, pas combattre pour l'Ukraine en Russie, mais aller conquérir des territoires russes ou créer la pagaille en Russie. Quelles sont les chances que je rentre vivant? Très minimes. C'est ça le niveau de combativité mentale qu'ont les Ukrainiens maintenant. Et je pense que c'est très facile de dire que c'est l'OTAN et tout le bazar. C'est très facile, il y a des Ukrainiens sur place, c'est clair. S'il y a des militaires de l'OTAN sur place, il y a certainement aussi des Ukrainiens. La Russie a commencé une contre-attaque qu'ils appellent contre-attaque contre terrorisme. Contre-attaque contre terrorisme. Au départ, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, ils ont appelé ça opération militaire. N'est-ce pas? Quand l'Ukraine a frappé la Russie, ils appellent ça aussi opération militaire en Russie. Qui est le plus grand? Qui est le plus petit? On se pose la question. Les Russes avaient promis au départ que ça serait une opération de 2 jours. Donc ils quitteraient Moscou pour Kiev pendant 2 jours seulement. Ça ferait bientôt 3 ans que nous sommes en attente de cette histoire. Alors on se pose la question de savoir, est-ce que les Russes sont-ils aussi puissants que l'on pensait? Ou peut-être que la détermination des Ukrainiens est hors pair. La détermination de lutter, de libérer leur pays. Est-ce que les raisons des Ukrainiens sont peut-être existentielles? Voilà la raison justifiant leur force mentale. En attendant, les Russes ont organisé une contre-attaque. Ils ont frappé sur Kiev avec des missiles qui, d'après les Ukrainiens, sont des missiles nord-coréens. Premièrement, l'acquisition de missiles balistiques depuis la Corée du Nord viole directement plusieurs objectifs du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous augmenterons ces contrats d'armement avec le Conseil de sécurité en parallèle de nos alliés et nos partenaires, et nous demanderons à ce que la Russie soit tenue responsable pour avoir déjà violé ses obligations internationales. Dans un second temps,
Nous imposerons des sanctions additionnelles contre ceux qui travaillent pour faciliter le transfert des armes entre la Russie et la Corée du Nord et entre la Russie et l'Iran. Mais est-ce que cela suffit? Pour l'interrogation. Et aussi un centrale nucléaire à Zaporizhzhia est en feu. Centrale nucléaire, c'est là où on développe l'énergie nucléaire. C'est le plus grand central en Europe. L'un des tours est actuellement en feu. Les Russes accusent les Ukrainiens, disant que ce sont les Ukrainiens qui ont pilonné pendant qu'ils essayaient de reconquérir le territoire. L'Ukraine accuse la Russie, disant que c'est la Russie qui l'a allumé pour faire un chantage international contre l'Ukraine et le reste du monde. Un site nucléaire ou un central nucléaire pourrait devenir très dangereux à cause du niveau radioactif autour du site. La radioactivité, c'est quoi? Les éléments qui permettent à une bombe atomique d'être une bombe atomique, c'est la radioactivité. Donc une bombe atomique, même si elle est explosée, que vous ne mourrez pas, la radioactivité va causer vos morts. Petit à petit, mollo avec le temps. Au cas du Japon, par exemple, après l'Hiroshima et le Nagasaki, après que les Américains eurent bombardé le Japon pour finir la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passait après les années? La radioactivité a influencé des maladies encore jamais vues dans le passé. Des déformations faciales, déformations de mains. Il y a même eu des enfants qui sont nés avec des déformations à cause de cette radioactivité qu'ont avalé leurs parents. Donc la radioactivité est très dangereuse. Les Ukrainiens disent que les Russes ont sciemment incendié ce central radioactif dans l'objectif de faire du chantage aux Ukrainiens et aux Européens. Alors pourquoi les Européens devraient s'inquiéter? Ils devraient s'inquiéter simplement parce que ce site est le plus grand central nucléaire de l'Europe. Et aussi, s'il y a radioactivité, cette radioactivité risque de devenir pire que la radioactivité de Tchernobyl. Tchernobyl, c'est ça. Ce qui s'est passé à Tchernobyl, je vous encourage d'aller jeter un coup d'œil, mais c'était désastreux. Beaucoup de personnes ont perdu la vie. En effet, il a pris beaucoup de temps pour essayer de restituer cet endroit. Il est presque impossible en réalité de refaire une vie. Ça détruit tout ce qu'il y a comme terre, tout ce qu'il y a comme eau, tout ce qu'il y a comme air, tout ce qu'il y a comme territoire. Ça devient pratiquement impossible à vivre. Encore la question la plus importante qu'on se pose ici, je pense qu'il est important de le dire. Vous savez, au départ, les Américains, les Français, les Anglais et les Allemands avaient peur de donner leurs armes aux Ukrainiens, de peur que les Ukrainiens ne frappent dans le territoire russe. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de la réaction des Russes. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Petit à petit, mollo, la Russie avait conquis une grande part du territoire ukrainien. Ils ont annexé les régions russophones à la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Monsieur Poutine a dit, si vous osez seulement bombarder dans ces terrains, je considérerai comme si vous étiez en train d'attaquer le territoire russe. Et je vais en finir avec vous. Les représentants des pays de l'OTAN, notamment en Europe, et notamment dans les petits pays, doivent savoir avec quoi ils jouent. Ils devraient s'en souvenir. En tant que pays doté de petits territoires densément peuplés. C'est quelque chose qu'ils doivent garder en tête avant de parler d'attaquer en profondeur le territoire russe. Cette escalade constante peut entraîner de graves conséquences. Ils ont eu peur au départ. Mais malgré qu'ils ont eu peur, ils se sont dit, vous savez quoi? On va y aller. On va en finir avec cette histoire. S'il va nous finir, peu importe qu'il nous finisse. Les Ukrainiens ont attaqué les territoires contrôlés par les Russes. Qu'est-ce que la Russie a fait? Pas grand-chose. Ensuite, l'OTAN et les Américains ont eu le courage d'autoriser l'Ukraine de frapper dans la Russie avec leurs armes. C'était à peu près 2 ans plus tard. L'Ukraine a, selon le droit international, le droit de se défendre. C'est inscrit dans la Charte des Nations Unies. Et le droit de se défendre inclut aussi frapper des cibles militaires légitimes en dehors de l'Ukraine. Pourquoi ils ont autorisé ça? Ils ont autorisé ça parce qu'ils ont remarqué que la Russie ne frappait pas. La Russie n'a pas frappé quand ils sont partis récupérer les territoires qui étaient conquis, que la Russie avait annexés à la Russie. Donc, quand quelqu'un te pince, il faut jamais le laisser. Il faut jamais le laisser avoir espoir. Parce que si tu ne réagis pas, qu'est-ce qui se passera plus tard? Il va te donner un coup au visage. Parce qu'il comprend qu'en réalité, tu parais beaucoup plus dangereux que tu l'es. Je recommence un peu. Au départ, on ne pouvait pas donner des armes aux Ukrainiens pour pas qu'ils bombardent dans la Russie. Ensuite, ils ont donné aux Ukrainiens, disant, vous pouvez avoir les armes, mais vous pouvez seulement utiliser dans le territoire ukrainien. Ensuite, ils ont dit, vous pouvez avoir les armes et aussi attaquer le territoire russe si vous voulez. Comment les choses ont changé? Les choses ont changé puisque la Russie n'a pas réagi. Maintenant, les Ukrainiens ont le courage de traverser dans la Russie et de prendre une région. Et ils sont actuellement à 30 km dans le territoire russe, en train de progresser. Ça fait quelques jours qu'ils sont là, ils n'ont pas encore été écrasés. Quel est le message que ça passe aux ennemis de la Russie? C'est très simple. La Russie n'est pas aussi puissante que l'on pensait. Maintenant, si les Ukrainiens sont en train de faire cette opération tout seuls, qu'est-ce qui se passerait si l'OTAN s'y impliquait et que tout le monde venait en même temps? Ce serait très difficile.
Je pense que le message est très clair ici. Si M. Poutine est plus puissant que ça, il est de son intérêt de réagir de manière frénétique pour pas que ça se répète. Parce que s'il ne le fait pas en réalité, c'est-à-dire que tout le monde a compris qu'il n'est pas aussi puissant que ça. D'autre part, certaines personnes pensent que la stratégie de l'Ukraine est de créer le trouble dans la Russie pour pas que le Russe avance complètement dans l'Ukraine. Est-ce vrai? Point d'interrogation. L'autre question qui se pose, la Russie a des missiles nucléaires et des missiles à longue portée. Pourquoi ne sont-ils pas en train d'utiliser ça pour bombarder directement à Kiev? Serait-il parce que M. Poutine est trop bon de cœur, ne veut pas tuer des populations civiles? Serait-il parce qu'il essaye de trouver un moyen à l'amiable pour pas qu'il y ait autant de dégâts? Mais sera-t-il aussi gentil au point où les Ukrainiens, après avoir observé leur première opération dans la Russie, premier bombardement aussi frénétique depuis la Deuxième Guerre mondiale, rien ne leur est arrivé de manière écrasante? Pensez-vous que les Ukrainiens seront découragés? M. Poutine est-il en train de faire une erreur monumentale en ce moment-ci? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.